Dans cette première capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la formation du système nerveux durant la vie embryonnaire, et plus particulièrement à la première phase qui s'appelle la phase de neurulation. Nous verrons également les conséquences pathologiques quand cette phase de neurulation se développe de façon anormale. La formation du système nerveux lors de la vie embryonnaire se déroule en deux grandes phases qui sont retrouvées chez tous les vertébrés. Les premières cellules nerveuses se forment lors de la phase de neurogénèse qui commence au 3e mois de grossesse chez l'homme. Toutefois, la formation du système nerveux commence plus précocement avec la phase de neurulation qui permet la mise en place du tube neural. Cette phase de neurulation est très courte en durée et se déroule lors de la 3e semaine de grossesse. Afin de comprendre comment ce système nerveux se forme lors de la vie embryonnaire, il est nécessaire d'avoir des modèles animaux. La souris est un des modèles possibles de prédilection puisque les étapes de formation du système nerveux embryonnaire chez cet animal sont très similaires à celles décrites chez l'homme. Toutefois, la petite taille de l'embryon, environ de 3 mm, et son inaccessibilité, puisque le développement est interne, génèrent des difficultés techniques mais également éthiques pour étudier cette phase de neurulation chez cette souris. D'où la nécessité de se tourner vers d'autres modèles vertébrés. Le modèle amphibien, Xenopus levis, est un modèle alternatif à l'utilisation de la souris, et ceci du fait de ses nombreux avantages. Reproduction facile, nombre important d'embryons obtenus par fécondation in vitro, un cycle de développement très rapide. Mais surtout, le développement est externe, ce qui permet un accès direct à tous les stades de la neurulation. De plus, cette phase de neurulation est clairement distincte des autres phases embryonnaires, permettant ainsi l'analyse à un moment donné des mécanismes qui sont seulement impliqués dans la formation de ce tube neural. Comme on peut voir sur ces photos d'embryons, on peut observer facilement les différentes étapes de la neurulation, de la formation de la plaque neurale jusqu'à la fermeture des bourrelets neuronaux. Enfin, les embryons sont gros, de l'ordre du millimètre, ils sont très résistants, ce qui permet de nombreuses manipulations, telles que des dissections, des greffes, mais également des injections de différentes molécules. Ces injections ont la particularité de pouvoir être ciblées uniquement au système nerveux, permettant ainsi l'analyse fonctionnelle d'un gène spécifiquement dans ce tissu neural. L'utilisation de ce modèle a permis d'identifier des mécanismes régulant la neurulation chez cette espèce, mais des mécanismes qui ont été retrouvés chez l'homme. Un des mécanismes clés de la neurulation identifié chez l'amphibien et conservé chez les mammifères est l'induction neurale. Et ceci a été fait dans les années 20 grâce à cette expérience de transplantation décrite sur la diapositive. Hans Spemann et Hilde Mangold ont réalisé donc l'expérience suivante. Ils ont transplanté une région particulière d'un embryon pigmenté, ici représenté en rose, sur des embryons hôtes non pigmentés. Les différences de pigmentation permettaient d'identifier facilement les tissus donneurs des tissus hôtes. Cette transplantation a été faite de façon à ce que le greffon se retrouve en position ectopique, à savoir en position ventrale. Et de façon spectaculaire, ils ont observé la formation d'une seconde plaque neurale au niveau de la transplantation et la formation d'un second embryon accolé au premier. Le système nerveux de ce second embryon n'est formé que des tissus non pigmentés. Ceci démontre que l'ectoderme de l'embryon hôte a été transformé en système nerveux, et ceci par le greffon. C'est ce qu'on appelle l'induction neurale, ce qui permet la mise en place du tube neural au niveau dorsal. Cette induction neurale est la première induction embryonnaire et a permis à Hans Spemann de recevoir le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1935. Donc cette étape de neurulation se définit comme l'ensemble des étapes qui résultent en la formation du tube neural qui va donner le cerveau, mais également la moelle épinière. Donc ce tube neural est présent tout le long de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. Comme chez l'amphibien, on retrouve ces mêmes étapes lors de la neurulation de l'homme. Après formation de ce tube neural, celui-ci doit donc se refermer. Et la fermeture va commencer dans la région cervicale de l'embryon et progresser en direction céphalique et caudale, et ceci de façon simultanément. Les deux dernières régions à se refermer sont appelées les neuropores. Il y en a deux, un au niveau antérieur et un au niveau postérieur. Dès la formation du tube neural, l'embryon va croître selon son axe antéro-postérieur et les premières vésicules cérébrales, le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale, vont apparaître dès la 4e semaine. En fin de neurulation, l'embryon humain mesure seulement de 3 à 5 mm de long.
La fermeture de cette tube neurale est une étape critique et toute altération de celle-ci entraîne des pathologies humaines qui sont plus ou moins graves en fonction de la localisation de cette mauvaise fermeture. L'anencéphalie correspond à un défaut de fermeture dans la région antérieure et entraîne l'absence totale ou partielle du cerveau, ainsi que celle du crâne et du cuir chevelu. Cette altération est létale et les enfants sont morts-nés ou meurent quelques jours après leur naissance. Toutefois, il existe des exceptions et certains enfants ont fêté leur premier anniversaire. Le spina bifida est le cas le plus fréquent des défauts d'altération de fermeture du tube neural, avec l'ouverture qui est localisée dans les régions postérieures, comme indiqué sur le schéma. L'ouverture peut être ou non recouverte d'une couche de peau et des neurochirurgies palliatives peuvent être proposées dans la période néonatale afin de refermer l'ouverture. Quand ce spina bifida est fermé, la poche peut contenir soit seulement des méninges, soit des méninges avec la moelle épinière, et c'est la forme la plus grave de cette pathologie puisqu'elle conduit notamment à une paraplégie. Les anomalies du tube neural constituent les anomalies congénitales les plus fréquentes. Chaque année, on dénombre plus de 300 000 enfants qui naissent dans le monde entier avec ce type de pathologie. La prévalence moyenne est de 1 sur 1000 naissances, mais ce chiffre est variable selon les différentes régions du globe. Cette pathologie sont la cause d'environ 80 000 décès par an, mais là encore, le chiffre est variable puisque dans les pays pauvres tels que l'Afrique, le pourcentage des décès dus à cette pathologie s'élève jusqu'à 29% des décès néonataux. Ces pathologies ont un coût énorme pour la société. Aux États-Unis, le coût annuel de soins médicaux et chirurgicaux pour des enfants atteints de spina bifida s'élève à plus de 200 millions de dollars. Le coût de la vie d'un enfant né avec un spina bifida a été estimé à plus de 700 000 dollars. S'ajoute à ce coût financier la détresse psychologique énorme pour l'enfant, mais également pour sa famille. L'étiologie de ces troubles du tube neural est multifactorielle avec des causes génétiques, nutritionnelles et environnementales. Toutefois, la déficience en acide folique ou vitamine B9 a été clairement associée avec cette pathologie. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré qu'un apport supplémentaire journalier en acide folique, environ 400 mg par jour, en plus des folates contenus dans l'alimentation courante, par exemple dans le foie, les légumes à feuilles vertes ou dans les fruits secs, ce support supplémentaire journalier, avant et pendant la grossesse, permettait de diminuer le taux de troubles du tube nerveux.